Merci d'être là tout d'abord. Merci Anthony d'être là avec nous. Je dis deux mots rapidement pour vous présenter le contexte. Donc c'est une conférence qui s'inscrit dans un cycle qu'on a voulu monter au niveau de CERLUX, du laboratoire technologique, un cycle qui s'appelle Code créatif, qui a eu lieu entre janvier et puis qui va se terminer là fin mars. L'idée c'est d'explorer un petit peu ce qui se cachait derrière ce mot-là. Et on avait des temps plutôt pratiques avec des workshops et aussi des temps un peu plus théoriques, donc avec des conférences. C'est dans ce cadre que s'inscrit la conférence d'aujourd'hui. Et l'idée c'était d'explorer ce qui se passe derrière ce que cachent ces mots code et création, notamment pour les designers. Et c'est de ça que Anthony va nous parler aujourd'hui. Voilà. J'en dis pas plus. Merci. Merci Martin et Boris aussi pour l'organisation. Merci pour l'invitation. On a le temps ce soir, c'est assez confortable, donc je remercie aussi les organisateurs de me mettre autant de temps, c'est assez rare dans les conférences. Et l'intention de Martin, sa demande au départ, c'était que je réfléchisse autour de l'innovation, de la créativité, de la création et du design et de l'art. Alors je ne pourrai pas tout traiter ce soir, mais les mots-clés, ce sera, on va dire, innovation et création. Je vais passer là-dessus. Voilà. Juste avant la conférence, j'avais envie de vous parler d'un projet que je monte actuellement qui s'appelle Back Office, qui serait une revue qui est donc pas étrangère au propos de ce soir, entre design graphique et pratique numérique. Et donc c'est une revue que j'ai montée avec Kevin Dono et Lise Jeck, qui sont deux designers graphiques, designers d'interaction. Et donc cette revue sera coéditée avec l'édition B42 Paris. Vous connaissez sans doute des ouvrages chez l'éditeur Art Contemporain Design. Et donc elle abordera ce sera un espace de dialogue en fait entre designers et chercheurs, même si l'opposition parfois est caduque, et un espace de réception de théories liées au numérique en langue française, parce que la langue française, on manque de traduction à la fois d'histoire sur le numérique ou d'enjeux plus contemporains, et aussi à l'inverse, de faire connaître à l'étranger des chercheurs ou designers ou artistes français ou francophones. Donc voilà, ce serait une interface entre les deux langues. Alors bon, c'est pas le propos de ce soir de développer trop ça, mais je vous invite donc à regarder le site de lancement, revue-backoffice.com et le compte Twitter. Et donc voilà, on fera des annonces successives. Là, c'est le tout début. Il y aura un Kickstarter qui sera lancé début mai, où donc il y aura tout le sommaire, les artistes, designers, le comité scientifique et donc les préventes sur le numéro 1. Donc ça permettra du coup, je pense à vous de rebondir sur les propos de ce soir. Pour me présenter rapidement, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc je suis agrégé en design UNS Cachan, j'ai un master 2 en arts et médias numériques et j'ai passé une thèse en esthétique à l'université Paris-1 sur la direction de Pierre-Damien Huyghe, qui est philosophe et donc qui a monté donc à Paris-1 un laboratoire de recherche en design, un des premiers en France. Et donc c'est sous sa direction que je me suis vraiment engagé dans la recherche. Donc je vais dire deux mots de ma thèse du coup, parce que le propos de ce soir n'y est pas étranger. Donc je l'ai soutenu en 2014. Le titre, c'est le design des programmes, des façons de faire du numérique. Et donc l'enjeu dans la thèse, c'était d'étudier les rapports entre la notion de programme au sens large, donc évidemment la programmation informatique, mais pas que, avec des enjeux liés au design. Donc comment les pratiques de programmation sont appropriées ou travaillées ou remises en question par des designers, donc les rapports code-design. Et donc cette thèse, au niveau de sa structure, est, je pense, assez originale. Enfin, j'avais envie, en tout cas, en tant que designer, graphique, designer d'interface, d'avoir un travail de design au sein de la thèse, qui n'est pas quelque chose de commun dans le monde universitaire, qui est assez normé. Et donc ça prend la forme, du coup, concrètement, de 8 parties indépendantes. Ça alterne des éléments que j'ai appelés conceptuels et d'autres éléments historiques. Et donc on a des petites vignettes dans les marges qui reviennent après dans des cahiers de figures, et donc ces cahiers d'images peuvent se lire séparément. Donc ça crée une espèce de double narration iconographique ou texte. Donc c'était aussi une façon d'argumenter par l'image, qui est aussi, je pense en tout cas, une spécificité propre au design, et donc qui est importante à affirmer dans des travaux de recherche. Alors ça se fait beaucoup évidemment en école d'art, en école de design, dans des mémoires. À l'université, c'est quelque chose qui n'a pas forcément de soi. Et traitant de la programmation, du numérique, des codes, comme dans une bonne partie de la thèse, c'était aussi logique d'interroger les supports de publication en eux-mêmes.
Et donc pour ça, j'ai réalisé, j'ai codé moi-même un site web qui donne à lire la thèse en intégralité, donc sur Internet. Donc l'adresse est softphd.com et donc vous pouvez lire la thèse en interface responsive, donc sur téléphone, tablette, etc. Alors bon, c'était en 2014, c'était il n'y a pas si loin, et j'ai fait quelques recherches pour voir les personnes qui s'étaient lancées dans ce genre de travail. J'ai trouvé un seul exemple c'était quelqu'un qui a mis sa thèse sur WordPress. Mais voilà, à ma connaissance, en tout cas en France, c'est la première fois qu'une thèse faisait l'objet d'un travail de web design, même sommaire. Je sais que d'autres personnes maintenant travaillent autour de ces enjeux-là. Et ça me paraissait important du coup d'interroger au sein de la recherche les modalités de diffusion et de communication d'un travail de recherche scientifique. Bon, l'interface n'est pas délirante, mais quand on a plus d'1 million de signes, du coup ça devient tout de suite très compliqué. On ne peut pas se lancer dans des choses non plus trop ambitieuses, après il y a une question de volume en fait qui fait que tout n'est pas faisable en tout cas dans un temps humain. Et il y a des petites fonctions assez intéressantes. On peut régler l'interface en jour et nuit pour ne pas se fatiguer les yeux. On peut aussi agrandir la taille des caractères. Donc voilà, quelques petites fonctions de réglage assez sommaires qui permettent au lecteur de configurer son environnement de lecture. Voilà, juste, vu que ce ne sera pas étranger non plus au propos de ce soir, je travaille en ce moment sur une archive en ligne. Donc c'est un projet qui relèverait de ce qu'on appelle les humanités numériques. Peut-être, je ne sais pas si Nicolas Tellier en a parlé, vu qu'il est intervenu il n'y a pas longtemps et qu'il est spécialiste de ces enjeux. Donc les humanités numériques, on pourrait dire que c'est la rencontre entre les sciences humaines, sciences sociales, donc au sens large, littérature, histoire de l'art, philosophie, etc., avec des techniques numériques, notamment traitement de l'information, base de données, analyse sémantique, web sémantique. Et donc comment ces deux mondes-là se rencontrent, comment les techniques numériques permettent aux chercheurs en sciences humaines de déplacer ou de traiter des corpus de texte ou d'images qu'ils ne pourraient pas faire avec des moyens humains. Et inversement, peut-être aussi que c'est là peut-être ce qui m'intéresse le plus, comment les sciences humaines, avec tout ce qu'elles ont d'imprécision, d'erreur ou d'ambiguïté, permettent d'interroger à nouveau frais les techniques numériques et les programmes informatiques qui sont plutôt, en tout cas pour qu'ils fonctionnent, de l'ordre du calcul, de l'exactitude, de la prévision, de la prédiction, etc. Et donc là, ce projet de recherche est mené par Paris 1 et l'École du Louvre depuis environ 1 an et demi. C'est bientôt la fin. On présentera ce travail-là début avril dans un colloque à l'École du Louvre. Et donc il s'agissait de mettre en ligne une grande collection plutôt d'images qui date du XVIIe siècle de François-Roger de Gagnère, qui était un antiquaire collectionneur qui a sillonné la France et qui a fait beaucoup de relevés, énormément de relevés, des dizaines des milliers de documents qu'il a fait produire, et qu'après il y a une logique classificatoire très poussée. Donc par exemple, s'il veut faire le relevé d'une église, il va d'abord faire le relevé d'une colline, après de la façade, il va tourner autour du bâtiment, il va rentrer, faire tous les tombeaux, un peu comme un Google Street View, mais version médiéviste. Et donc c'est intéressant du coup, cette collection aujourd'hui est complètement éclatée entre plusieurs sites, entre le Louvre, Oxford, etc. Et donc c'est intéressant avec les techniques numériques de se demander comment on peut reconstituer cette collection historique sans tomber dans le pastiche, mais voilà, comment garder le meilleur du numérique sans ruiner la dimension historique. Donc voilà, donc ce sera mis en ligne en juin 2016. Et donc ça a donné lieu, ce travail de recherche, en tout cas, là plutôt de façon individuelle et de façon directe, à un ouvrage que j'aurais aimé vous présenter ce soir, mais qui a pris du retard au niveau de l'éditeur. Enfin, j'ai fini de l'écrire, mais il n'est pas encore paru, qui s'appellera Design et humanité numérique, et qui paraîtra mi-2016 donc aux éditions B42, et donc qui va revenir sur donc ce ne sera pas un ouvrage lié forcément à ce projet Collecta, ni même à ma thèse, c'est bien un nouvel essai, qui va traiter des rapports entre design, pratique de recherche et humanité numérique. Et donc en tout cas cet ouvrage, j'aurais pas pu l'écrire, c'est très clair, sans la thèse évidemment, et donc sans ce projet, disons, de design, d'interface. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse en tout cas en tant que chercheur en design. On se demande parfois c'est quoi la recherche en design, qu'est-ce que ça recoupe. En tout cas pour moi, je pense que c'est ça, c'est comment des lectures, disons, de philosophie, de sciences humaines ou sciences sociales me feront considérer ma pratique design, de la façon d'écrire des codes sources ou de designer des choses ou des interfaces ou des éléments imprimés. Comment, par exemple, on fait du design quand on lit Simondon, Derrida, Stigler ou autres. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, peut-être c'est l'inverse. Comment, quand on est designer,
et ben comment ça déplace des lectures qui sont peut-être trop abstraites, hein, les mêmes que j'ai citées. Enfin, voilà, quels sont les allers-retours, même si cette opposition est peut-être à dépasser, entre théorie et pratique. En tout cas, c'est cette articulation que je cherche, qui n'est pas facile à tenir, hein, parce que les journées sont courtes, entre du coup projet de design et publication scientifique. Donc ça, c'est du coup cet ouvrage sur lequel se base mon intervention de ce soir, et vraiment là-dessus. Du coup, aussi comment les designers écrivent d'une façon qui n'est pas similaire aux philosophes, aux sociologues, etc. Parce que si c'est pour garder, évidemment ça marche dans d'autres champs disciplinaires, mais si c'est pour garder le mot de l'écriture, bah, finalement ça n'a pas grand intérêt, quoi. Je pense que c'est intéressant et important que les designers publient ou écrivent d'une façon qui leur soit propre depuis leur pratique de designer, même si c'est assez éloigné. Du coup, voilà. Alors, cet ouvrage s'inscrira dans une nouvelle collection chez B42 qui s'appellera 404, donc qui désigne en code dans le langage de programmation web une page erreur, une page qui n'existe plus ou qui a été déplacée. Cette collection est dirigée par Nicolas Telly, que vous avez peut-être pour certains d'entre vous eu la chance d'écouter ici, et Céline John Norman, qui est professeur à l'université de Sussex. Et donc, c'est une collection qui va, l'esprit de la collection, c'est d'archiver l'environnement technique contemporain dans lequel évoluent les artistes et designers. Donc c'est, en fait, on a affaire à un monde de plus en plus informatique, numérisé, c'est une banalité de dire ça, et à la fois qui est très fuyant et qu'on croit connaître et qu'on connaît mal. Donc l'idée, c'était de se poser et d'interroger des objets techniques, de les décrire avec du texte, pour une sorte d'archive du présent en quelque sorte, faite par des artistes ou par des designers, donc depuis leur expérience, depuis leur sensibilité. Donc voilà, ce que j'ai noté, une approche sensible d'objets et de questionnement contemporain. Donc voilà, Nicolas Telly m'a proposé de réfléchir autour de ça, à partir de ma thèse, mais l'idée c'était plutôt de développer un nouveau texte. Donc il y a deux axes en discutant avec lui, qui ont été développés. Le premier, c'était un examen critique, donc je ferai ce soir, de termes d'expression et de situations de recherche. Et le deuxième élément, donc ça c'était lié à une partie de ma thèse, un appendice que j'avais appelé fiction curatoriale, qui était tout à la fin, après la conclusion en fait, une espèce d'exposition fictive de programmes informatiques qui faisait écho à des éléments ou à des concepts développés dans la thèse. Et ça, c'est un élément qui avait beaucoup intéressé Nicolas Telly, au sens où ça a développé une espèce d'écriture fiction qui était autre chose que de l'argumentation scientifique, qui était complémentaire. Et donc, c'est ça que j'avais envie de poursuivre dans ce livre-là, c'est même à vrai dire le point de départ. Et donc, ça a pris la forme dans ce livre à paraître d'une série de descriptions de programmes informatiques liés à la recherche en design. Alors, le mot lié est ambigu. Disons que c'est des programmes qui peuvent être soit créés par des chercheurs, soit utilisés par eux. Donc du coup, ça crée une double série de textes dans ce livre, une série de questions et une série d'objets techniques. Alors les objets techniques, les voilà. Donc c'est à chaque fois donc soit un site web, soit un programme informatique au sens large, qui peut être utilisé, en tout cas qu'utilisent des chercheurs en sciences sociales. Donc j'ai étudié par exemple, peut-être vous connaissez sans doute academia.edu, qui est une sorte de Facebook des chercheurs, Google Docs, voilà, un objet qu'on croit connaître, mais quand on commence à rentrer dans le code source de ce programme-là, il y a des choses extrêmement intéressantes à étudier. Draftback, qui est une espèce de plugin Google Docs qui permet de rejouer des archives d'écriture, donc on peut lire le texte qu'on a écrit à la manière d'un film. GitHub, bien sûr. Ça, je pense que vous connaissez peut-être tous, si vous avez touché un peu du code, qui est un mélange, une espèce de réseau social et de dépôt de code. Et donc, c'est intéressant de se demander qu'est-ce que des artistes ou designers peuvent faire avec, comment ça peut déplacer les pratiques de design, parce qu'à l'origine, c'est pas vraiment un dépôt de code qui a été, un logiciel qui a été conçu pour les designers. Aujourd'hui, c'est utilisé par eux, y compris aussi pour écrire des livres. Il y a des textes de loi qui sont écrits à plusieurs sur cette plateforme. ALSHS, c'est un gros dépôt d'articles scientifiques. Donc là, c'est intéressant du coup parce que là, on est sur un objet qui est conçu pour et par des chercheurs en sciences humaines. Et là, la dimension design est quasiment totalement absente. Donc c'est intéressant de regarder ce genre d'objet numérique depuis un point de vue designer et de se demander qu'est-ce que ça pourrait être si des designers s'appropriaient ou travaillaient sur ce genre d'interface. Donc après, j'ai deux petits objets, c'est Isidore, c'est moins connu, mais c'est des objets techniques qui sont développés par
des chercheurs ou développeurs en humanité numérique autour de Rennes. Donc c'est des sortes de moteurs scientifiques, de métamoteurs, qui vont piocher dans des bases de données scientifiques sur des mots-clés ou des auteurs et qui agrègent les résultats avec des enrichissements sémantiques. Donc c'est une sorte d'anti-Google de la recherche, enfin, Google pour chercheurs. Mais un peu comme HAL, SHS, c'est des interfaces qui sont encore très rudimentaires, qui ressemblent un petit peu, faute de moyens et peut-être de culture, c'est des petites équipes, au web un peu des années 2000. Donc ce serait aussi intéressant de se demander qu'est-ce qui se passerait demain si 1, 2, 3 designers d'interface s'appropriaient ces objets, comment ça déplacerait du coup des pratiques de recherche. Et le dernier objet technique, il m'intéressait, c'est quelque chose un objet technique que je utilise presque tous les jours, c'est Sublime Text, qui est un éditeur de code. Ça aurait pu être un autre, peu importe. Du coup, le rapport entre l'écriture, la couleur, la syntaxe, c'est quelque chose qui pouvait aussi intéresser des chercheurs en sciences humaines. Pour les questions, je ne vais pas tout rentrer dedans. Donc ça, c'est la deuxième série. Donc il y a une série d'objets techniques, une série de questions, et en fait, les deux types de textes s'agencent en alternance au sein du livre. Et donc il y a une dizaine de problématiques et du coup des objets techniques qui viennent entre les deux ponctuer du coup ces longs essais, ces longs articles qui font chacun environ 20-40 000 signes, donc c'est des longs textes et donc des ponctuations d'objets techniques qui viennent rebondir et incarner ou déplacer certains propos théoriques. Ce soir, ça va nous emmener trop loin, donc je vais traiter uniquement 2 questions, et encore j'en ferai sans doute pas le tour. Et c'est ce qui donne du coup le titre à mon intervention de ce soir. Donc, la première question, c'est dans quelle tension la recherche en design se construit-elle? Et la deuxième question, donc les deux seront liés, quel monde un design voué à la créativité et à l'innovation construirait-il? Donc ça, c'était la commande de Martin. Ça m'intéressait du coup la demande, que je réfléchisse autour de ça. Innovation, création, créativité, art et design. Ça veut dire quoi une structure d'art ou de design où on demande à des artistes ou à des designers d'être des innovateurs? C'est quelque chose qui peut sembler évident, parce que le vocable autour de l'innovation est très très fort aujourd'hui. Moi, je pense que ça va pas de soi. Je vais tenter d'en expliquer pourquoi. Et création, créativité, pareil, qu'est-ce que ça veut dire si tout le monde aujourd'hui est créateur ou créatif? C'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de se positionner comme structure de création ou laboratoire de création? C'est des thèmes que j'avais du coup envie de discuter avec vous ce soir. Donc voilà, donc c'est là que la partie théorique un petit peu commence après cet échauffement. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu avant. Donc le propre de ce livre, en tout cas, et donc de ma communication, c'était d'étudier les tensions entre la recherche et le développement dans lesquelles le design se trouve aujourd'hui impliqué, parce que la recherche en sciences humaines ne s'effectue plus, en tout cas ne peut plus s'effectuer sans numérique, même de façon basique. Word, Google Docs, ce genre d'éditeurs de code sont déjà des façons de déplacer l'écriture ou les façons de faire de la recherche, même si c'est basique. Évidemment, tous les chercheurs aujourd'hui sont sur Internet, sur Twitter, utilisent des moteurs de recherche, et malgré tout, ils ne sont pas forcément au fait des implications techniques, sociales ou politiques liées à ces objets numériques. Et donc ça peut créer des problèmes au niveau de la recherche, si on ne maîtrise pas l'environnement technique dans lequel on s'inscrit. Donc c'est ça que j'avais envie d'étudier. De la même façon, le design, depuis des dizaines d'années déjà, mais ça se renforce, a affaire à des procédés d'automatisation et de prédiction liés au numérique. Donc en architecture, c'est le cas. Il y a des algorithmes ou des logiciels qui automatisent certaines opérations de production. En design graphique, évidemment, c'est pareil, des algorithmes qui peuvent automatiser des mises en page ou des retouches. Dans le web design, évidemment, le poids des templates est énorme. Ou les statistiques aussi en amont, une fois qu'on a produit quelque chose, on va étudier la réception avec des procédés analytiques liés à des statistiques qui peuvent montrer, du coup, qui donnent des indications de feedback. Et donc, tout cet environnement technique numérique modifie évidemment de façon profonde à la fois donc les façons de construire les objets pour les designers et pour les chercheurs en sciences humaines, la façon de faire de la recherche. Donc c'est ce que formule de façon assez simple l'artiste et chercheur Lev Manovich, qui travaille à New York, dans son dernier livre Software Text Command, donc en français le logiciel au pouvoir, qui date de 2013. Et donc le point de départ de ce livre, c'était de constater, c'est même pas une thèse, c'est une constatation, de dire que aujourd'hui quasiment aucune activité humaine, en tout cas dans les pays occidentaux, ne se fait à un certain degré sans interférence avec un logiciel. Donc,
que ce soit le maçon, le plombier, le chercheur, l'enseignant, même le chauffeur de taxi avec les systèmes de géolocalisation ou de plateformes de réservation a affaire à des logiciels. Donc c'est d'étudier qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans un environnement qu'il appelle néomédiatique. Et donc ça crée du coup beaucoup d'enjeux par rapport du coup à la recherche. Parce que dès lors qu'on a affaire à des algorithmes, à du calculable ou à de la prédiction, est-ce qu'on est vraiment dans la recherche? Puisque la recherche, en tout cas si elle est intéressante, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Alors qu'un logiciel, enfin un programme, une définition basique d'un programme, ça pourrait être un ensemble d'instructions écrites en langage machine destinées à obtenir un résultat déterminé. Donc voilà, on part d'un point A à un point B, on va exécuter des commandes, un certain nombre de commandes pour arriver à un résultat. Réserver un taxi, modifier une image, etc. Par contre, la recherche, logiquement, on ne sait pas où on va aller. Donc du coup, faire de la recherche avec le logiciel, c'est quelque chose qui ne va pas forcément de soi. Parce que la recherche est intéressante et les sciences humaines doivent composer avec l'ambiguïté, la précision, la prédiction, et c'est encore plus valable dans les sciences humaines que dans les sciences dures. Du coup, comment on fait ? Aussi l'étymologie de la recherche, en tout cas une étymologie, ça vient de circare, donc c'est ce qui tente de faire le tour d'une question, de circonscrire une question. Et ce mouvement donc, qui n'est pas linéaire, qui est incertain, n'est pas immédiatement compatible avec du coup une optique économique, une optique de rentabilité ou une mobilisation de forces productives. Notamment dans le contexte de la recherche. Et là, je reviens donc sur une partie un petit peu historique, à l'échelle francophone, française plutôt. Le paysage universitaire a été soumis depuis disons une vingtaine d'années à des reconfigurations stratégiques vraiment profondes qui ont changé de façon définitive peut-être, enfin on ne sait pas encore, la façon de faire de la recherche. Donc on a en 99 le processus de Bologne, donc c'est l'instauration du LMD, donc c'est une homogénéisation à l'échelle européenne, c'est énorme, faut un peu vite oublier, du coup de tous les cursus de recherche. En 2000, la stratégie de Lisbonne, c'est là qu'apparaît l'expression économie de la connaissance, donc c'est là que la connaissance devient un bien susceptible de faire l'objet de valorisation économique, de valorisation marchande, et donc ça a forcément aussi eu des incidences sur la conception ou l'écriture des programmes de recherche en université. Et enfin, plus proche de nous, les lois LRU et la création de l'instance AERS en 2007. Donc là, c'est une façon de mesurer les impacts et la performance. Donc j'utilise, là, je ne peux pas le faire à l'oral, mais on pourrait mettre des guillemets autour de ces termes-là, des équipes de recherche. Donc on va noter, évaluer avec des critères soi-disant objectifs. Est-ce que c'est possible? C'est notre histoire. Les façons de faire de la recherche à l'université. Et donc il va de soi que dès qu'on définit des normes et des protocoles, par ricochet, les équipes de recherche s'adaptent pour rentrer dans ces normes-là. Donc, pour avoir une bonne note, il faut comprendre les normes et du coup s'adapter à ça. Et donc, du coup, ça crée ça crée des enjeux très problématiques au niveau des équipes de recherche qui du coup passent plus de temps à justifier ce qu'elles font que de faire vraiment de la recherche. Ça, je pense que n'importe quel maître de conférence aux universités, et même en école de design aussi, parce que maintenant les écoles d'art et de design sont aussi inspectées par d'autres structures, pourront confirmer ces propos-là. Donc ça crée aussi du coup ça acte en tout cas l'idée d'une mise en concurrence des structures de recherche, qui du coup sur un décalque parfois grossier du monde privé, enfin des entreprises privées, et on valorise du coup une mise en concurrence sur ce modèle-là, un modèle en anglo-saxonne, et donc ça crée ce qu'on pourrait appeler des effets de bord, où on a des acteurs ou des laboratoires de recherche qui comprennent très bien ces logiques-là et qui en profitent. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler des freeriders, donc des passagers clandestins, donc des acteurs qui profitent d'une situation sans apporter quelque chose en plus à un groupe, qui donc s'accaparent des projets ou des financements de projets à l'échelle nationale. Et donc on a l'expression de leader scientifique. Nicolas Telly me parlait de ça l'autre jour, que lui-même maintenant est étiqueté leader scientifique. Donc plus on monte automatiquement en fait. Donc ça crée du coup des décalages énormes entre des universités ou des laboratoires de recherche qui du coup auront de moins en moins de moyens, et d'autres qui vont tout agréger petit à petit, parce qu'il y a un espèce d'effet pervers qui fait qu'on est repéré, donc on est encore plus repéré, donc les budgets viennent plus facilement. Donc on peut retenir de ça l'idée qu'une certaine compréhension
d'un développement industriel stratégique a fait son chemin dans le champ de la recherche, qui était auparavant un espace plutôt protégé, plutôt autonome par rapport à ces enjeux. Donc voilà, quelques vocables que je vais développer ce soir. Donc en trouvant par là une manière de se légitimer d'un point de vue industriel, une grande partie, enfin ça peut se discuter, du monde de la recherche et de l'éducation adhère ou aura adhéré à un vocabulaire. Il faut le rappeler aujourd'hui, c'est des mots qui circulent dans les laboratoires, mais à la base c'est bien un vocabulaire qui est étranger au monde universitaire, qui est plutôt de l'ordre du management d'entreprise ou de la croissance économique. Et c'est pas non plus un vocabulaire qui appartient immédiatement au design. Et donc dès lors que le design, et ça c'est plus récent par rapport aux dates que j'ai données avant, a eu vocation à s'inscrire dans le monde de la recherche, dans le monde universitaire, il était logique qu'il se confronte à ces valeurs. Mais il faut le rappeler, des mots comme innovation, croissance, même a priori plus innocent développement durable, sont des notions dont le lien au design ne va pas de soi, en tout cas historiquement. C'est du vocabulaire qui, a priori, lui est étranger, même si aujourd'hui on a du mal à démêler, on a du mal à envisager ce que ça pourrait être un design non innovant. Mais je vais essayer en tout cas d'y répondre ce soir. Parce que historiquement, le design, si on se repasse donc sur un temps beaucoup plus long, le design apparaît à une période où l'industrie et l'économie se voient investis de dimensions, enfin on faisait déjà les objets avant le design évidemment, mais du coup il y avait l'idée qu'une industrie totalement débridée ne suffisait pas à produire des objets qui soient humainement acceptables. Donc il y avait l'idée de dépasser quelque chose qui serait du registre de la nécessité, de l'utile ou du serviciel, du service. Ce que Pierre-Damien Huyghe, qui est philosophe, appelle un souci artistique, d'injecter, de faire passer un souci artistique dans des formes industrielles. Et donc dès lors, si on a une espèce de souci artistique, on n'est pas dans le registre de la croissance, de l'innovation et du management, on n'est pas immédiatement dans l'ordre d'une rentabilité. On peut très bien faire, si je prends un exemple très basique, une chaise qui n'ait aucune valeur de design, aucune valeur formelle, on pourra toujours s'asseoir. Et donc a priori c'est une perte de temps, une perte d'énergie de lui donner des qualités formelles ou d'autres qualités fonctionnelles, ou de s'interroger sur des méthodes de production, d'autres façons de faire. Enfin, on n'a a priori pas besoin de ça pour répondre à un besoin. Donc je pense que c'est pour ça qu'une définition du design comme ce qui répond à un besoin, c'est pour moi une vision finalement très pauvre et très limitée du design, et je pense qu'il faut même combattre cette conception de design qui est très limitée. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas des types de design qui m'intéressent. Donc, c'est pour ça que j'ai mis du coup design point d'interrogation avec un seul ligne, parce que du coup, le rapport entre ce genre de vocabulaire et le champ du design tel qu'il s'est construit historiquement est à interroger. Et historiquement, donc, le design se construit dans ce que Annick Lantenoy, qui est une chercheure en design graphique, appelle une tension entre une économie et une morale. Donc il ne s'agit évidemment pas pour le design d'être totalement étranger au champ industriel et au champ économique, mais malgré tout, il ne s'agit pas non plus pour lui d'y adhérer sans distance. Donc il s'agit aussi, surtout même, c'est pour ça que c'est de l'intérêt, d'interroger des façons de faire, ou des mœurs, ou des enjeux de morale, ou de société, ou de politique, bref, au sein de l'industrie. Et donc de faire passer autre chose que ce que l'industrie aurait fait sans artiste ou sans designer. Du coup, d'où l'expression qui donne le titre à l'intervention de ce soir, R&D ou recherche et développement, qui est problématique du coup, entre la recherche désintéressée, libre, circulaire, ambiguë, imprécise, et le développement qui est plutôt un vocable qui attend des résultats, une efficacité, une rentabilité. Quelle place peuvent prendre les designers ou artistes dans cette tension? Alors j'ai trouvé cette définition basique sur Wikipédia qui dit que la R&D est un élément majeur de la croissance et du développement par l'innovation. Donc on voit bien dans cette tension entre recherche et développement, le mot innovation arrive assez vite. Donc la R&D renvoie à des structures d'entreprise qui ont pour but d'améliorer leur capacité de production ou de créer des nouveaux biens ou services. Et donc on voit de quelle recherche parle-t-on dès lors, entre une recherche comprise comme une façon d'ouvrir ou d'entretenir des questions, donc qui serait plus une recherche théorique ou universitaire, et une recherche opérationnelle qui viserait à résoudre des problèmes ou à répondre à des besoins. On voit bien du coup qu'un même terme, le mot recherche, recoupe des réalités qui peuvent n'avoir rien à voir.
Et du coup, du coup, à l'université où ces choses-là s'entrechoquent, le design est pris dans ces contradictions-là. Donc c'est pour ça que si on veut creuser un peu ces questions, donc ces rapports recherche et design, on ne peut pas faire l'impasse du coup sur des enjeux techniques et industriels. Puisque un des risques, du coup, c'est là on attaque un petit peu sur l'innovation, on va zoomer dans ces questions-là. Un des risques du coup pour le design et par extension peut-être pour l'art, si ces structures de recherche et développement viennent à s'accaparer du coup ce mot recherche d'une acception qui serait du coup la leur, qui est une acception possible parmi d'autres, mais qui recouvrirait toutes les possibilités, les acceptions possibles de ce terme-là, un des risques pour donc l'art et le design serait de devenir finalement un agent servile, une espèce d'application au service du développement de l'activité économique. Est-ce que du coup il n'y a pas un risque là assez grand finalement pour l'art et le design de devenir finalement une espèce de serviteur d'une industrie, d'une relance de l'industrie, du développement économique? Est-ce qu'il n'y a pas un problème autour de ça finalement si on prend ces enjeux-là au sérieux? Alors c'est pas évident d'aimer tout ça parce que le discours de l'innovation en art comme en design est depuis quelques années très puissant. Et finalement, c'est même plus trop ce que ce mot-là veut dire. On croit qu'on l'emploie depuis énormément de temps. En fait, c'est pas vrai. C'est un mot qui est finalement assez récent, en tout cas tel qu'il est employé aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose qui est assez récent. Je viendrai à ça après. Alors en 2012, par exemple, sous le ministère d'Arnaud Montebourg, il y avait une mission design. Donc c'était un collège de designers. Qui du coup, le ministère s'appelait à l'époque, il ne s'appelait plus comme ça maintenant, mais ça paraît déjà loin, bizarrement, le ministère du redressement productif. Et donc il y avait la mission design qui avait pour enjeu d'enclencher, alors là je cite, un mouvement vertueux, celui du redressement créatif, passage obligé vers le redressement productif. Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Donc on avait du coup tout ça est lié. On a bien ici un lien entre créatif, innovation, et du coup on a bien redressement productif. On voit bien qu'il va s'agir du coup de relancer l'industrie, de développer l'activité économique française par le design. Et donc les auteurs de cette mission prenaient position pour un design, là je les cite, d'innovation conceptuelle, c'est leur expression. Et donc ils donnaient comme exemple clé de deux exemples. Je vais dire pourquoi c'est problématique. Donc le premier exemple c'était l'iPhone, qui du coup créait pour eux, selon eux, de nouvelles pratiques fondées sur de nouvelles visions, de nouveaux modèles économiques. Donc il faisait référence ici non pas au hardware, mais plutôt au modèle applicatif, du coup de vendre un objet associé à des services et de faire payer ces services supplémentaires. Donc le deuxième exemple clé, il est finalement assez similaire, c'était le Vélib, du coup qui pouvait aussi créer des nouveaux services, notamment par le placement de publicité. Alors là, ça commence à poser problème, puisque ce genre de théorie ou d'ambition, finalement, l'enjeu pour eux d'un tel redressement productif, c'est finalement pas de créer des objets qui soient bons pour nous en tant qu'humains, en tant qu'êtres humains, mais finalement juste de créer de nouveaux modèles économiques ou de nouveaux objets et de nouveaux modèles économiques. Mais finalement, peu importe, et c'est peut-être là que ça commence à poser problème, peu importe du coup qu'une firme privée, en l'occurrence, je ne sais pas comment ça se passe à Nantes, mais en tout cas à Paris, JC Deco s'accapare toute une partie de l'espace public, qui a priori n'est pas un espace privé par définition, donc qui vient empiéter sur des trottoirs, des routes, etc., pour y placer de la publicité, ce qui évidemment ça coûte énormément d'argent. Donc finalement ça peu importe, du moment que ça crée des nouveaux modèles économiques. Et donc finalement ça relègue au second plan l'attention de l'objet. L'enjeu de cet objet Vélib, c'est pas vraiment de se déplacer en ville, mais c'est plutôt d'investir des nouveaux espaces publicitaires. Et au niveau de l'iPhone, pareil, peu importe finalement que des services numériques se fassent dans l'environnement technique qui est complètement fermé, où on n'a pas accès au code source, ou la censure et aux mains d'une entreprise sans vraiment qu'on ait contrôle dessus. Enfin, peu importe, parce que ça va créer des nouveaux modèles économiques, des nouveaux services, des nouveaux objets. Et du coup, ces services donc, qui sont évidemment de haute croissance, qui se vendent très bien, qui ont des chiffres d'audience très importants, peu importe qu'ils soient du coup vidés de toute pensée politique, morale ou ce genre de choses. Donc il nous faut quand même prendre ça au sérieux et nous demander ce que veut dire cette injonction à l'innovation qui du coup traverse ces champs de l'économie,
depuis un vocabulaire économique, traverse du coup par ricochet les mondes de la recherche, du design et de l'art. Donc cette innovation devient ce qu'on pourrait appeler une injonction. Donc finalement, si aujourd'hui on est designer et qu'en fait on n'adhère pas à ce genre d'innovation, grosso modo on ne sert à rien. Il faut mieux rien faire. Ou si on est artiste et que pareil on ne peut pas innover, on ne crée pas des œuvres d'art innovantes, à quoi on peut servir parce que du coup on ne va pas contribuer immédiatement à un développement économique. Donc la question que j'aimerais du coup discuter ce soir, c'est que recouvre ces injonctions, comment sont-elles mises en œuvre et quelle vision du design ce type de démarche convoque-t-il. Alors pour ça, on va se replacer beaucoup d'années avant. Au Moyen-Âge, on appelait tenure le mode de concession, là je reviens du coup sur l'exemple du Vélib, le mode de concession d'une terre confiée à titre précaire à une personne, donc on appelait un vilain, qui était un paysan libre, en rétribution d'un service. Donc le paysan libre confiait du coup une terre à quelqu'un. Et donc c'est ce qu'on appelait un fief, donc synonyme de fief, la terre de noble tenure appliquait un hommage et du vassal à son seigneur lors de l'acquisition publique. Et donc ça signalait sa charge de foi et d'hommage. Donc on peut se demander si finalement les services contemporains type Vélib ne réinventent pas, alors certes des centaines d'années après, mais pourquoi pas, ces dispositifs d'assujettissement au seigneur. Et donc est-ce que finalement la ville de Paris ne serait pas du coup soumise ou assujettie à cette firme privée qui est JCDecaux? C'est pas absurde de le penser. Là, on a bien du coup un espace public qui a été concédé à une firme privée, à un seigneur. On lui a bien concédé la jouissance de portions de rue, auparavant publiques, et qui participait de nos biens communs. Et c'est un mouvement qui, on peut se dire, oui, c'est le vélo, c'est rien du tout. Mais si ce mouvement est amené à se répéter sur d'autres objets, d'autres espaces privés, privatifs, etc., enfin, évidemment, jusqu'où est la limite, si après, petit à petit, la moindre portion d'espace public, y compris dans les chambres à coucher, en viennent à être assujettis à des acteurs sur lesquels nous n'aurions plus de contrôle. Donc cette apologie d'une servilité innovante, parce que le Vélib est considéré habituellement comme quelque chose d'innovante, est également à l'œuvre dans les applications associées au téléphone mobile. J'ai parlé tout à l'heure de l'iPhone, qu'on appelle téléphone intelligent, smartphone, et dont finalement la partie téléphonique, donc le phone, ne constitue plus aujourd'hui qu'un élément de vente marginal. On achète évidemment plus ces appareils-là uniquement pour téléphoner. Et donc ce passage dans ces téléphones du logiciel à l'application, c'est pas tout à fait la même chose, l'application logicielle. Bien que très récent, ça crée évidemment de nombreuses avancées, mais aussi des nombreux problèmes. Donc notamment, alors les avancées elles sont assez simples, c'est beaucoup plus simple d'usage, les mises à jour sont automatisées, on a quelque chose qui est centralisé, moins de risques de logiciels malveillants, etc. Mais le revers de cette médaille, c'est qu'on a du coup, en tout cas en grande partie, des codes sources propriétaires ou opaques, une disparition de l'hyperlien, une censure en amont des contenus. Donc, pour rappel, c'est assez évident, mais sur Facebook aussi, régulièrement, il y a des polémiques sur tel ou tel contenu, notamment liés au corps humain qui disparaissent, ou sur Instagram aussi. Enfin, vous avez tous lu des exemples comme ça. Et donc, ce qui se joue ici, donc on a une dépendance envers des systèmes d'exploitation. Donc, système d'exploitation, il faudra bien entendre ce que ça veut dire, fermés. Et donc j'ai remonté au Moyen-Âge avec cette histoire de dommage vassalique. On pourrait démontrer aussi que ces nouvelles formes de modèles économiques, donc la vente d'applications, la vente d'espaces privés, urbains, etc., enfin publics, urbains, qu'on décrit du coup comme que la mission du redressement créatif d'Arnaud Montebourg décrivait comme des nouveaux modèles économiques. On peut se demander finalement si ces modèles économiques sont bien nouveaux. Parce que là, dans ce passage sur les App Store, on a bien quelque chose de nouveau qui s'est développé, ou finalement, si on n'a pas dans le passé des choses qui peuvent nous renseigner. Alors du coup, l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est une image qui illustre le livre « La fable des abeilles » de Mandeville, donc qui est un livre qui est à la base on va dire, une espèce de proto-capitalisme. Donc c'est une espèce de fable, de métaphore, la fable des abeilles, qui décrit une société fictive où finalement l'accumulation des vices de chacun des habitants crée une richesse qui du coup rejaillit sur l'ensemble de la société.
Et donc c'est une théorie qui est à la base en tout cas évidemment avec beaucoup de variations, mais en tout cas à la base du capitalisme contemporain. Du coup, s'il y a des personnes qui accumulent de la richesse, quoi qu'il arrive, à un certain moment, les personnes qui en ont moins en retrouveront les frais. Bon, on a assez de recul, je pense, aujourd'hui pour savoir que c'est beaucoup plus compliqué et que ça ne se passe pas comme ça. Mais finalement, si on lit les textes qu'on appelle l'origine du Web 2.0, on peut retrouver en tout cas des pensées, des vocables ou des théories qui font écho à ces textes proto-capitalistes. Et donc finalement, on n'est pas du tout, en tout cas c'est pas évident qu'on soit dans des nouveaux modèles économiques. Donc, j'ai parlé du coup de services avec ce Vélib ou ces applications. On peut commencer par se demander ce que veut dire cette expression design de service, rendre service à, parce qu'a priori c'est plutôt associé, en tout cas dans le langage courant, à des valeurs positives. Donc du service, pourtant, si on regarde un petit peu l'étymologie, du service au servile, on a bien l'idée de servitude, de soumission, donc j'ai parlé tout à l'heure du service au sens médiéviste. Et donc je vous propose du coup une petite citation de Montaigne pour revenir aussi un petit peu en arrière, donc qui nous dit « La sujétion réelle et effective ne concerne que ceux d'entre nous qui s'y soumettent et qui aiment à s'honorer, à s'enrichir par ce moyen, car il est libre, celui qui veut rester tapi chez lui et sait conduire sa maison sans querelle ni procès. La servitude enchaîne bien peu d'hommes, mais nombreux sont ceux qui s'y enchaînent. » Donc là, c'est quelque chose qui peut résonner énormément par rapport à des environnements techniques ou numériques contemporains, où on aime bien s'enchaîner à des objets ou dispositifs par facilité, par commodité. Ça nous arrange aussi de nous enchaîner. Donc chez Montaigne, le service a directement à voir avec la servitude, avec l'assujettissement, avec une dépendance. Et donc, dans les environnements numériques, il n'est pas du tout certain que cette accumulation de services ou de design de services aille de pair avec un accroissement de nos possibilités. C'est même plutôt le contraire. Il n'est pas du tout certain que plus on est de services, plus on est de liberté d'action. Et donc Montaigne nous dit que finalement la liberté n'est pas immédiatement affaire d'économie ou de richesse. C'est la deuxième phrase. Il est libre celui qui veut rester tapi chez lui et sait conduire sa maison sans querelle ni procès. Donc il n'y a pas besoin forcément d'avoir une rentabilité ou un développement économique pour être libre. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup le contraire de ça serait la soumission à des commodités, à des services, etc. toujours plus nombreux. Donc plus proche de nous, Pierre Emerick, donc, qui est philosophe, dans une interview récente, nous dit qu'aujourd'hui, on appelle beaucoup trop de choses design, et le design est trop souvent appelé. Il faudrait justement faire le tri entre ce qui mérite cette appellation et ce qui, plus réellement, se laisse utiliser ou prendre dans un service. Donc c'est pas immédiatement évident que quelque chose qui nous enchaîne, qui nous rend, qui prend quelque chose de notre liberté, mérite l'appellation design. Donc c'est un provoquant dit comme ça, mais voilà, j'avais envie de poser ça pour commencer. Et donc, si on met en rapport donc, cette citation de Montaigne, de Sénèque, avec le confort ou la commodité, l'attrait pour la facilité des services, et donc cette méfiance ou cette distance avec cette prise dans le service, on peut se demander du coup ce que veut dire l'expression qu'on entend aujourd'hui comme l'économie du partage. Qu'est-ce que ça veut dire l'économie du partage? Qu'est-ce qu'on partage vraiment? Qu'est-ce qui se partage? Qui partage? Qui en récolte les bénéfices? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça concerne vraiment finalement des enjeux design, ces choses-là? Et inversement, que partage-t-on vraiment quand la finalité ne serait pas économique? Donc l'apparente simplicité d'utilisation tant vantée par les éditeurs de programmes ou par les designers d'interface, finalement, à quoi elle s'adresse? Est-ce qu'elle s'adresse à notre liberté ou est-ce qu'elle s'adresse à une part comportementale de l'ordre du réflexe, une part animale, celle pour qui, au fond, il n'y a ni lieu ni besoin de réfléchir? Pour penser quelque chose d'assez basique, quand on tape sur un genou, la jambe se redresse, c'est de l'ordre du réflexe. Et il y a bien des objets design qui s'adressent qui seraient peut-être de l'ordre du dressage, mais pas de l'ordre du coup de la conduite. Donc, Montaigne en parlait bien de conduire sa maison. Donc c'est la différence que fait Pierre Emerick entre un comportement et une conduite. Une voiture, on peut la conduire, on peut aller à droite ou à gauche,
En tout cas, c'est encore vrai, peut-être pas très longtemps avec les voitures automatisées. Alors qu'il y a des objets qui s'adressent plutôt à notre comportement. Donc j'entends une sonnerie, je décroche, ou j'ai une notification. Enfin, ça s'adresse plutôt à une part animale de l'être humain. Et est-ce que finalement, développer ça ou aller trop loin dans ce type de démarche relève du design, ou est-ce que c'est pas autre chose qui se joue là? Notamment dans les objets numériques. Donc là, je vous montre un travail de Julien Prévieux, qui est un artiste contemporain. Donc ça, c'est il a en 2006 créé du coup une petite vidéo qui met en scène tous les gestes dans les programmes numériques qui sont aujourd'hui brevetés par les éditeurs de logiciels, donc le glisser-déposer, etc. Et donc il a imaginé une espèce de scénographie assez étrange qui met en scène tous ces gestes brevetés. Donc voilà, là on en est là aujourd'hui finalement, là c'était en 2006. Enfin, les gestes brevetés en 2006, mais l'œuvre date de 2011. Quoi faire après? What shall we? Qu'est-ce qu'on peut faire après? Et donc ça, c'est peut-être des enjeux que les designers doivent se proposer, les artistes, de travailler, d'interroger du coup ces conditionnements techniques ou ces restrictions contemporaines à l'œuvre dans ce qu'on appelle, là on est bien dans du service ou de la commodité. Évidemment, c'est plus simple de glisser, déposer, mais qu'est-ce qui se passe quand demain la voix, le mouvement, la façon de se vêtir ou autre, on devra payer des brevets, ou en tout cas on sera potentiellement soumis à des restrictions de grands éditeurs. Parce qu'aujourd'hui, l'utilisateur d'un smartphone ne peut interagir que depuis une bibliothèque de gestes prédéterminés, dont la succession est anticipée, puis traquée, mesurée, au sein d'interfaces qui sont raccordées à des préconisations qu'on crée des interfaces pour des App Store, des guidelines, donc des guides de conception d'interface. Voilà, donc là je vous ai mis un exemple sur iOS, il y en a bien d'autres, Microsoft en édite aussi, il ne faut pas faire un blocage sur Apple. Et donc quand on crée aujourd'hui une application pour un App Store, si elle ne respecte pas un ensemble de bonnes conduites, de guidelines, c'est pas compliqué, elle sera refusée et elle ne pourra pas apparaître dans les App Store. Alors qu'auparavant, quand on l'éditait, on peut encore le faire, peut-être plus pour longtemps, mais un exécutable, que ce soit même sur Microsoft ou sur macOS ou sur Linux, on n'avait pas une instance centrale ou centralisée qui nous interdisait de faire ci ou ça. Et donc tout à l'heure j'ai parlé aussi des problématiques liées au tracking. Là c'est notamment sur le web, on a des technologies comme ça qui se répandent, ce qu'on appelle il y en a d'autres, des analytics. Donc là c'est l'exemple des cartes chaudes, des heatmaps. Donc là c'est un exemple qui enregistre le mouvement d'une souris et donc qui crée des cartes graphiques. Donc les zones en rouge seront celles où le curseur s'approchera le plus. Donc ça peut aussi être du eye tracking, c'est le même principe, on va mesurer où l'œil s'arrête. Et donc on va comme ça petit à petit pouvoir adapter l'interface pour augmenter la rentabilité ou l'efficience ou l'efficacité de tel ou tel site web ou de telle ou telle interface. Alors, ça peut a priori être séduisant, donc on va pouvoir comprendre où l'utilisateur se positionne, qu'est-ce qu'il fait là-dedans. Et finalement, est-ce que là, encore une fois, est-ce qu'il s'agit vraiment de design ou d'autre chose? Est-ce que le design a vocation à s'adresser du coup à des comportements et à automatiser l'attention et à chercher à coûte que coûte du coup amener un utilisateur à le rendre captif au sein d'interfaces? Est-ce que c'est vraiment ça qui nous intéresse en tant qu'être humain? Et j'espère en tout cas que les designers sont aussi des êtres humains, mais on peut parfois en douter quand on entend certains discours qui du coup s'inspirent vraiment de logiques comportementales. Mais comment on fait société si ce type d'objet en vient à se développer sans limite? Donc je reviens sur les guidelines. Du coup, si de telles démarches assurent une cohérence ergonomique indéniable à l'ensemble des sous-programmes d'un OS, elles réduisent aussi fortement, voire très fortement, ce qu'on peut faire et créent, au-delà de ces comportements, un risque en tout cas d'homogénéisation formelle. Parce que si on dit le logo doit être placé à telle place, la barre, les nombres d'icônes, les couleurs, etc., quelle liberté sera laissée aux designers dans un monde où le normatif régnera en maître? Et qui, du coup, si ce n'est peut-être les designers qui travaillent chez Apple, pourra encore avoir une marge de liberté dans cette histoire-là. Donc, pour ça, le philosophe, chercheur Joshua Goban peut nous intéresser. Il a écrit un petit essai en 2006 qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un dispositif ?» Je pense qu'il y a un livre intéressant, important à lire pour les designers. Et donc, je vous ai mis une citation qui se laisse prendre
dans le dispositif du téléphone portable, où il y aura d'autres exemples, et quelle que soit l'intensité du désir qu'il y a à pousser, n'acquiert pas une nouvelle subjectivité, mais seulement un numéro au moyen duquel il pourra éventuellement être contrôlé. Ça, c'est assez intéressant, du coup, au-delà de ces interfaces, etc., en tant que designer, de s'intéresser à la partie invisible, aux sous-couches, au conditionnement et à la circulation, du coup, des informations. Donc, cette notion de dispositif, elle s'incarne notamment dans les applications, dans ce qu'on appelle les modèles freemium. Donc c'est une application qui est gratuite, puis après on doit payer pour débloquer des fonctions, ça peut être dans des jeux ou dans d'autres choses, afin de pousser du coup l'utilisateur à payer. Donc là on est bien, ça ferait peut-être plaisir à la mission design dans le Montebourg, on est peut-être dans le développement de nouveaux modèles économiques ou de nouvelles pratiques. Et donc ça m'intéressait du coup d'interroger ça, parce qu'on a un journaliste qui s'appelle Eshan Jahan qui a parlé il y a un an de l'expression UX torture, donc UX pour User Experience, expérience utilisateur. Donc il s'agit de torturer en tant que designer l'utilisateur, pas trop parce qu'il n'a pas payé, mais un petit peu quand même assez, en tout cas pour qu'il passe à la case achat. Donc c'est assez subtil comme façon de voir les choses. Donc voilà, c'est ce qu'il dit, le tortionnaire d'expérience, donc ça c'est moi qui traduis, la traduction française est peut-être moins élégante. Le tortionnaire d'expérience utilisateur est une profession en émergence, alors que le traditionnel designer UX ne fait qu'améliorer l'expérience utilisateur. Le tortionnaire UX s'est spécialisé dans la dégradation de l'expérience utilisateur pour maximiser les profits. Alors il donne plusieurs exemples dans l'article. Je ne sais pas si c'est encore valable aujourd'hui, mais il donne l'expérience du site slate.fr, qui est un site d'information, où la zone de commentaires était totalement utilisable, il y avait des publicités, etc. Et il fallait payer du coup un abonnement pour du coup voir disparaître ces choses-là et enfin avoir une expérience de lecture satisfaisante. Il donne aussi d'autres exemples de mini-jeux, peut-être que c'est des choses plus faciles à comprendre, donc des espèces de pop-up ou de personnages intempestifs qui vont apparaître sur l'écran et pour les débloquer, il faudra payer des microtransactions. Il y a ça aussi dans Candy Crush, où du coup pour virer les pop-up, il faut payer 1 euro ou 50 euros, etc. Et du coup là, le design consiste à dégrader volontairement l'expérience de jeu, l'expérience de lecture pour du coup accroître la rentabilité économique du programme. Et donc on retrouve ça même dans d'autres domaines, a priori plus innocents. Je pense notamment aux web fonts, aux polices de caractère sur le web, qui pour une bonne partie sont chargés à distance, donc streamés depuis des serveurs, donc notamment les Google Fonts. 70% des polices web non standards sont chargés depuis les serveurs de Google. Donc c'est super confortable, du coup on met une ligne de code et ça s'affiche, on a tous fait ça. Le seul problème c'est que du coup en aval, Google ça lui donne des informations énormes en termes de statistiques de consultation, vu que les polices Google peuvent embarquer des systèmes de tracking, donc de pistage, qui vont leur permettre du coup de savoir quel utilisateur fréquente quel site, le nombre de chargements, les fréquences de lecture, etc. Donc c'est pour ça que en tout cas très récemment, les bloqueurs de publicité sur le web et maintenant dans les téléphones portables bloquent pour certains les polices de caractère Google, ou en tout cas envoyées en stream, parce que du coup c'est comme une espèce de pisteur, de tracker. Là, même les web fonts, même le texte est devenu un élément peut s'apparenter à la publicité. Et donc on est peut-être là, encore une fois, dans des nouvelles pratiques qui se fonderaient sur des nouvelles visions économiques, etc. Donc là, on voit bien dans ces exemples-là que ces dispositifs qui se développent se font, en tout cas, en dehors de réflexion sur la qualité formelle. Est-ce qu'il y a, donc il y a bien nouveaux services, nouveaux usages, etc. Mais par exemple, dans le cas des web fonts, la police, finalement, elle a la même forme, qu'elle soit streamée depuis Google et qu'elle soit auto-hébergée sur un serveur. C'est bien la même forme c'est bien au final la même forme qui apparaîtra à l'écran. Et donc c'est bien ça qui est problématique. C'est que du coup on a créé un nouvel usage, mais on n'a pas créé une nouvelle forme. Donc il y a un décalage entre la forme de la police et ce que ça fait vraiment. En fait, c'est une nouvelle façon de faire passer des données, mais qui à aucun moment n'apparaît en tant que telle. Donc l'utilisateur n'a absolument pas conscience qu'en affichant cette police de caractère depuis ce service-là, il s'engage ou des informations vont circuler. Ça se fait de façon totalement invisible, donc c'est ce qu'on appelle l'effet boîte noire dans les programmes numériques. Et donc c'est peut-être là que le mot innovation pose problème, parce que
innovation, donc j'y reviendrai après. In-innovation, donc c'est faire passer de la nouveauté dans quelque chose, mais sans forcément que cette nouveauté n'apparaisse immédiatement en termes formels. Et donc peut-être que du coup, une vision du design qu'on pourrait soutenir, ce serait que s'il y a un changement d'usage, de service ou de circulation, de quoi que ce soit, et bien que ce changement apparaisse franchement, ne se fasse pas à couvert pour l'utilisateur, mais qu'il y ait bien création de forme ou autre. Donc je continue à développer sur ces histoires de création d'industrie créative. Le chercheur Grégory Chatonsky, qui est aussi artiste, du coup, mène une réflexion autour de ces histoires de création, etc. Et donc il revient là-dessus, lui, donc, en tant qu'artiste, et il nous dit « Un étrange déplacement s'est réalisé du 19e siècle au 21e, de l'esthétique dandy aux utopies des années 70, de la théologie jusqu'au libertarian à Silicon Valley, et au discours dominant actuel, où l'entrepreneuriat n'est plus un secteur particulier, mais un paradigme moral, s'appliquant à toute chose et brouillant les répartitions classiques entre l'entreprise, l'État et la délibération collective. » Donc, ce que j'ai au départ, c'est ce paradigme économique s'adapte, se ramifier vraiment partout. Et donc, à cette injonction à l'innovation se double une autre injonction, qui concerne plus directement peut-être les designers et les artistes, qui est l'injonction à la créativité. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement d'être un designer, mais aussi d'être un créatif, et peut-être même surtout d'être un créatif. Donc qu'est-ce que ça veut dire, du coup, cette injonction à faire des designers, des artistes, mais du coup pas seulement, de n'importe quel individu en entreprise. On a bien des séminaires de créativité, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette injonction à faire de chaque individu un créatif en puissance. Et donc Grégory Chatonsky nous rapproche cette injonction à la créativité, donc il nous dit que l'artiste finalement s'apparente aujourd'hui à la figure du Dieu créateur. L'artiste intéresse le milieu de l'entreprise parce qu'il serait, en tout cas dans cette vision peut-être très limitée, créateur de son destin, tout comme l'entrepreneur serait créateur, avec des guillemets, d'entreprise. Donc il y a peut-être quelque chose qui peut se nouer entre les deux. Et donc, si les entreprises sont aujourd'hui en crise économique, pour relancer cette activité économique, il s'agirait d'aller voir sur une autre facette de la création, donc qui serait la création artistique. Et donc on pourrait comme ça mêler la création économique, la création de valeur et la création, on pourrait développer ça par la création artistique. Donc aujourd'hui, si on n'est pas créatif, on est des gros nuls, on ne va pas survivre dans un monde en crise. Donc l'injonction à l'innovation et à la créativité, ça va de pair dans les discours autour du design et de relance des industries créatives. Il s'agit, et ça se fait, donc c'est du coup peut-être le troisième versant, notamment par des programmes, par l'entremise de programmes qu'on appelle logiciels de création. Donc finalement, il s'agirait pour les designers, même pour ceux qui n'en sont pas, c'est magique, il s'agirait de posséder, d'utiliser plutôt, parce qu'on ne possède plus les logiciels, un ensemble d'outils créatifs, de logiciels créatifs, voire pourquoi pas de code créatif, pour du coup devenir, par capillarité, créatif. Donc la création est assistée, on parle bien de création assistée par ordinateur. Et donc c'est pour ça que j'avais envie, dans cette seconde partie de mon intervention, d'aborder ce champ du code, en tout cas des logiciels créatifs, qui rendraient créatifs. Et donc c'est peut-être là que se ferait le lien entre créativité et innovation. Donc j'ai parlé tout à l'heure de Lavmanovitch, dans cette optique. Le philosophe Bernard Stiegler oppose la notion d'usage à la notion de pratique. Donc l'usage, on a déjà parlé un peu, on va user un objet au fur et à mesure qu'on l'utilise. Pensez à l'usure ou une voiture, ou peu importe. Donc l'objet disparaît au fur et à mesure que l'on s'en sert. Alors que dans la notion de pratique, telle que l'entend Bernard Stiegler, quelque chose peut se développer qui survit à l'objet. Donc c'est les façons prévues et non prévues de vivre ou de faire avec des objets au sens large. Et ces façons de faire peuvent se transmettre, se reformuler ou dépasser en fait le cadre strict d'un individu. Donc de créer des communautés de praticiens. C'est peut-être quelque chose qui, j'espère, qui anime Styrolux ici, de dépasser les usages et de créer des communautés qui peuvent échanger, partager. Et donc on a bien une création collective qui du coup s'opposerait à une démarche qui serait de l'ordre d'une rentabilité immédiate.
Donc Bernard Stiegler oppose du coup ces pratiques à ce qu'il appelle une misère symbolique, donc qui proviendrait en tout cas de visions politiques appauvries ou de paradigmes entrepreneuriaux. Voilà. Sur un autre champ, là je dirais plusieurs auteurs, donc Lermanovic, donc le chercheur que j'ai présenté au début, a fondé au début des années 2000 un groupe de recherche qui s'appelle les Software Studies, donc on pourrait traduire par études logicielles, qui se propose d'étudier les fondements, les sous-bassements politiques, moraux des logiciels. Donc ça c'est très intéressant. Du coup il y a plusieurs objets qui ont été analysés autour de ça, notamment un des premiers objets qui a été analysé c'est le logiciel Microsoft Word. Alors de façon un peu provocante, j'ai trouvé une image qui affiche toutes les icônes possibles de Word, donc on voit qu'il ne reste plus beaucoup de place pour écrire. Donc ce Matthew Fuller nous dit que dans Word, quel que soit le type de document qu'on écrit, que ce soit une thèse, une fiction ou autre, finalement c'est l'interface nous met dans la position d'une machine à écrire. C'est toujours comme si on était en train d'écrire une lettre, nous dit-il. Donc il y a toujours une page à la fois, etc. Mais voilà, du coup là on voit bien qu'il y a un enjeu très fort entre l'interface du programme et ce qu'on peut faire avec. Donc finalement le programme, évidemment on peut toujours le dépasser, on peut toujours écrire des choses formidables dans Word, mais malgré tout c'est pas comme un crayon, quoi. Il y a des algorithmes, des techniques numériques enfouies au sein des strates informatiques qui vont indiquer de façon plus ou moins subtile des chemins que prendra l'utilisateur. En tout cas, ça met la personne qui se sert de ça dans la peau d'un utilisateur. Ici, donc en l'occurrence de quelqu'un qui sera en train d'écrire une lettre. Alors dans Word, c'est peut-être un petit peu ambigu, mais un autre logiciel où c'est peut-être plus évident, c'est PowerPoint. Donc où le nombre de signes par slide est très limité, donc ça crée immédiatement des listes à puces. Donc il y a une espèce de formatage de la pensée qui s'opère avec le logiciel et ces bibliothèques d'éléments prédéterminés, donc les cliparts. Dans Word aussi, ça y est, hein, donc qu'on insère comme ça parce que c'est facile, hein, on a juste à cliquer sur un bouton pour sélectionner une forme. Mais finalement, peu importe que ce soit un rapport d'entreprise, un discours qui va déterminer la politique d'un pays ces prochaines années, voire même un congrès de chercheurs en sciences humaines, une même figure comme ce personnage-là peut apparaître dans des documents qui n'ont absolument rien à voir juste parce que c'est facile de l'insérer. Donc on voit bien que c'est directement le programme qui affecte immédiatement ce qui sera dit, sera directement en fonction de l'interface du programme. Donc qui parle, est-ce que c'est un orateur ou est-ce que c'est finalement le logiciel qui prend la parole? Donc c'est pour ça que Lermanovic nous disait que c'est le logiciel qui prenait le pouvoir. Donc l'orateur d'un document PowerPoint nous dit le journaliste Frank Frommer n'est qu'un agent anonyme désubjectivé. Donc on le voit bien parce que c'est souvent des formules indirectes dans les listes à puces, bullet point. Il y a rarement de phrases avec des verbes, sujets, compléments. Donc ça crée une espèce de discours autoritaire qui peut servir notamment à licencier 5000 employés, etc. On ne sait même pas qui parle, on ne sait même pas contre qui se révolter, puisque le document est complètement anonyme. Donc il y a une grande violence symbolique qui est directement en fonction du coup du logiciel. Et donc Frank Frommer nous disait, enfin bref, je passe là-dessus, sinon ça nous amène trop loin. Donc plus proche de nous, peut-être en tout cas des enjeux propres aux designers, Adobe, qui est l'éditeur majoritaire sur le marché des logiciels de création. Alors c'est un milieu compliqué, enfin on pourrait se dire, le milieu du design, c'est le milieu où il y aura la plus grande diversité logicielle. Malheureusement, c'est loin d'être le cas. J'ai un ami qui est comptable et typographe qui m'a fait observer que dans le domaine de la comptabilité, alors qui a priori n'est pas le domaine le plus reluisant au monde, et bizarrement, les comptables ont plus de programmes différents, ils ont une amplitude plus grande de logiciels de comptabilité que les designers graphiques. C'est assez fou parce que Adobe a pris une telle ampleur au fur et à mesure des années qu'aujourd'hui, il y a une concentration énorme, ils maîtrisent toute la chaîne graphique et malgré quelques logiciels libres en émergence ou plutôt en décadence, ça dépend des cas, ça reste quand même des choses assez marginales dans le domaine de la création graphique, en tout cas dans le domaine professionnel. Tout à l'heure je disais que c'était pas certain qu'on possède encore les logiciels, en tout cas dans le cas d'Adobe c'est assez clair, la réponse est non, parce que maintenant on n'achète plus une licence qui s'appelle une licence à vie, mais depuis 2011, Adobe donc au début propose, maintenant impose des abonnements mensuels, donc c'est le Creative Cloud, donc le nuage créatif,
où du coup on doit payer chaque mois une espèce de rente. Et donc si on ne la paye pas, on n'a plus accès aux fichiers. Donc ça a une dépendance qu'on pourrait du coup rapprocher de ce que disait Marx. Donc là je cite Nicolas Taffin. Le péché mortel des designers graphiques pourrait bien être cette ignorance, celle qui amène doucement sur la voie de la prolétarisation, car c'est le moment où l'outil n'est plus la propriété de l'artisan qui devient ouvrier, et le réseau opère la machinisation complète et définitive de l'outil graphique. Donc là, Nicolas Taffin nous donne aussi une citation de Marx. Là où la marche conquérante de la machine progresse lentement, elle afflige de la misère chronique les rangs ouvriers forcés de lui faire concurrence. Là où elle est rapide, la misère devient aiguë et fait des ravages terribles. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça pourrait être intéressant que les designers graphiques et les designers d'interface, pourquoi pas, relisent Marx. Ce n'est pas des textes qui sont derrière nous, peut-être ça nous concerne de façon cruciale aujourd'hui. Et donc si j'en reviens à cette image, donc aujourd'hui, donc ce changement radical de modèle économique, donc le passage d'un logiciel, d'un programme qu'on achetait à vie et qu'on pouvait espérer modifier, acheter des plugins, etc., que ça reste stable. Aujourd'hui, donc les mises à jour sont automatisées, donc on n'a plus moyen de revenir à une version antérieure. Donc si on avait une fonction qui nous intéressait et qui disparaît, c'est tant pis. Les conditions d'utilisation qu'on a signées sans les lire, de toute façon, nous empêcheront de faire quelques procès, que ce soit à l'éditeur. Donc ça s'est opéré encore une fois discrètement. Le logiciel ressemble toujours à celui d'avant, l'interface est à peu près toujours la même, et pourtant sa structuration est complètement différente. Les fichiers, certains fichiers maintenant de Adobe ne sont plus stockés chez vous, mais dans les nuages de l'éditeur, et pourtant ça ressemble toujours à peu près à ce qu'on faisait avant, quoi. Donc ça, et du coup il y a une espèce d'accoutumance par interface, et du coup c'est une espèce de travail de design, mais assez pervers, qui s'est opéré dans ce changement-là pour le rendre acceptable socialement. Et donc au niveau des campagnes publicitaires, donc celles que j'ai mis là, ça s'est fait du coup à couvert d'une valorisation quasi tribale de l'identité du créatif. Donc là on voit une espèce d'ensemble de visages peinturlurés, donc jusqu'à la caricature. Le créatif serait celui qui aurait une apparence qui sortirait de la norme, mais au final, si tout le monde prend ce genre d'apparence, finalement ça deviendrait une nouvelle norme, donc ça n'a aucun sens. C'est comme le slogan d'Apple, Think Different, enfin penser différemment. Quel sens ça a quand ce slogan-là est imprimé sur des immeubles de 40 ou 20 étages? Qu'est-ce que ça veut dire d'imposer à des milliers ou millions de personnes de penser différemment? C'est quelque chose qui a priori est contradictoire, donc qui est bien de l'ordre d'une injonction. L'injonction à la crédibilité, l'injonction à différent, l'injonction à innover. Et donc Adobe ça va encore plus loin aujourd'hui, parce que donc il y a ce changement de modèle économique avec donc le passage à la rente. Mais ils ont aussi racheté récemment la plateforme Behance, donc qui est à la base un système de portfolio en ligne. Et donc maintenant, ça devient une place de marché. Donc ils concentrent toute la chaîne graphique, depuis donc la production de formes jusqu'à la valorisation dans des portfolios, jusqu'à maintenant la mise en relation entre le commanditaire et le designer, donc le commanditaire qui pourra se fournir en designer à foison sur cette plateforme, donc où il trouvera ses designers. Les designers devront payer, enfin c'est déjà même le cas, payent pour avoir des fonctions supplémentaires sur ces services de portfolio en ligne. Donc ils concentrent tout. Et je pense en tout cas que c'est très problématique pour une profession qui se réclame de la création, de la différence, qu'il y ait un seul acteur qui contrôle tout du début à la fin. Donc ces notions de Marx, etc., résonnent avec ce que les sociologues Luc Boltanski et F. Ciapello, dans un livre de 1999 qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme », donc les auteurs y mettaient en relation du coup ces figures du créatif et du nouvel entrepreneur. Donc notamment, ils y définissaient une figure qui serait celui du manager connexionniste, donc leader de soi-même et créatif. Donc la recherche de profit par tous les moyens, c'est pas une définition du capitalisme, de rechercher le profit par tous les moyens possibles. Du coup, c'est logique que ça se soit nourri à un moment donné pour se relancer, pour prendre encore plus d'ampleur, par du coup un intérêt pour le monde de l'art. Du coup, il y aurait deux critiques qui seraient différentes et à la fois attaquées par ce nouveau capitalisme, qui serait d'une part la critique artiste, donc l'artiste en dehors du milieu économique, etc., et la critique sociale, donc ça c'est plutôt
les syndicats, les partis de gauche, etc. Et ces deux, pour ces auteurs, l'échec, en tout cas, de ces deux critiques viendrait du fait qu'elles n'auraient pas réussi à s'associer. Et donc, du coup, par extension, donc, cette critique artiste aurait été totalement récupérée par, du coup, ce nouvel esprit du capitalisme. Donc, il y aurait d'un côté des individus créatifs et de l'autre côté des personnes qui ne produiraient rien de plus que du déjà connu sans création de valeur. Donc, c'est notamment ce que des auteurs comme Richard Florida, peut-être quelque chose que quelqu'un vous avez entendu, qu'il appelle la creative class, donc la classe créative, donc une espèce de nouvelle classe sociale qui produirait de la valeur par la création. Et donc, finalement, si on croit ça au sérieux, ce qui serait mis de côté, qui oppose ça à la classe ouvrière. Mais donc, dans ce vocabulaire, on voit bien qu'il n'est pas du tout certain que la valeur qui se crée soit partagée de façon équitable au sein de la société. Et des philosophes comme Félix Guattari, dès les années 90, pourtant, nous alertaient déjà sur ces impasses. Donc là, j'ai mis une citation de Félix Guattari. Donc il nous dit l'appel incessant à la créativité, donc on est en 90, bien loin de l'innovation, etc., est un mot d'ordre obsessif, car la créativité s'éteint partout. Donc en fait, plus on appelle la créativité, moins il y en a, en quelque sorte. De là, l'appel désespéré à la créativité. Donc c'est dans l'entretien, c'est pour ça qu'il y a le vous. Vous évoquez les cellules de créativité dans l'industrie. C'est que précisément le laminage de la subjectivité est tel dans la recherche parmi les cadres, etc., que cela devient une sorte d'urgence vitale pour les entreprises de pointe de résingulariser un minimum la subjectivité. Donc plus le capitalisme est sévère, plus les individus sont liés dans leur subjectivité, plus il y a besoin, pour parer à ces problèmes, pour que les gens ne se suicident pas, etc., de mettre en place des séminaires de créativité, etc., pour que ces personnes interchangeables se sentent individuelles, même si c'est sous l'ordre de la caricature et d'une valorisation tribale de leur individualité. Peu importe au final, du moment que ça pourra leur donner un peu plus de productivité. Donc c'est pour ça que Lasmanovich nous dit qu'aujourd'hui, donc ça c'est un tweet, les gens ne veulent plus être artistes, ils veulent être créatifs. Il dit ça de façon un petit peu provocante. Donc ça, je reviens à Grégory Chatonsky qui nous dit que la créativité n'est pas dès lors une innovation, c'est-à-dire l'invention du nouveau qu'on pourrait lier, pardon pour la faute d'orthographe, à l'appel de la modernité, mais une obsolescence programmée qui nous jette dans un futur qui est de manière fort paradoxale, nostalgique. Chaque objet est remplacé par un autre. À peine acheté, il est dépassé, tout passe. Donc, peu importe que l'objet soit innovant, du moment qu'il soit innovant et qu'il passe, du moment finalement que quelqu'un ou qu'une communauté puisse l'acheter ou se reconnaisse suffisamment pour l'acheter. Donc, je t'ai passé tout à l'heure un petit peu rapidement, je reviens donc à cette articulation, donc innovation, le nouveau dans quelque chose. Donc je vais parler donc le fait de mettre à couvert quelque chose dedans, de socialiser une invention. Donc c'est une définition qu'on pourrait donner d'innovation. L'innovation serait la forme socialisée de l'invention, donc une forme ou une non-forme dont elle amortit la puissance de nouveauté. Donc tout à l'heure, peut-être Adobe, s'ils avaient changé radicalement l'interface du logiciel avec ce changement de modèle, ou de la même façon si Apple avait produit des interfaces qui auraient différé radicalement des programmes qu'on trouvait avant sur téléphone ou sur ordinateur, peut-être que finalement ces changements de modèle économique n'auraient pas été acceptés socialement. Donc ça c'est une hypothèse qui est tout à fait plausible. Donc dans le champ du design, faire le choix des termes de créativité et d'innovation en lieu et place de créativité, d'innovation en lieu et place de invention et création, donc ça signalerait peut-être une adhérence à des logiques économiques fondées sur la croissance et la rentabilité à court terme, donc ce que Grégory Chatonsky donc disait, un objet est remplacé par un autre, à peine acheté, il est dépassé, tout passe. Il n'en a pas toujours été ainsi historiquement pour ce qui est du design. Si on se replace encore une fois dans une perspective plus lointaine, donc là je vais remonter cette fois au Bauhaus au début du XXe siècle. Donc Walter Gropius, quand il crée le Bauhaus, donc il a le souci d'articuler l'art et l'industrie, donc certaines qualités artistiques avec des enjeux industriels. Et donc, dans cette optique-là, un auteur comme Molinagi, donc qui était enseignant au Bauhaus, donc artiste, a écrit donc plus tard, en 1947, mais ça fait écho à son expérience au Bauhaus, un texte important, un article, un essai plutôt, qui s'appelle Le design pour la vie. Donc c'est peut-être en tout cas 1947, le mot design, c'était
pas un mot qui était très répandu à l'époque. Et donc c'est intéressant du coup de relire ça aujourd'hui pour se demander ce qu'il en reste ou ce qui pourrait en rester. Donc il nous dit dans cet article, faire du design, c'est penser en termes de relations, c'est appréhender le cadre et le cœur des choses. Il faut faire en sorte désormais que la notion de design et la profession de designer ne soient plus associées à une spécialité, mais à un certain esprit d'ingéniosité et d'inventivité. Et finalement, le grand problème qui se pose au design est qu'il doit servir la vie. Donc il y a plusieurs choses qui sont intéressantes là-dedans. Donc ingéniosité, inventivité, en lieu et place peut-être de créativité et d'innovation. Et à la fin de la phrase, donc, qu'il doit servir la vie. Donc un design qui ne servira pas la vie ne mériterait pas, selon Molinagi, l'appellation design. Donc si on crée des objets qui enferment, qui nient la part de subjectivité ou d'individualité de quelqu'un, peut-être que c'est quelque chose qui serait d'un autre ordre que celui du design. Donc point d'interrogation quand même, parce qu'aujourd'hui on appelle beaucoup de choses design, et il n'est pas du tout certain que là-dedans, tout ce qu'on appelle design finalement soit mis au service de la vie. Donc par contre ça peut être tout à fait mis au service d'un développement économique. Alors évidemment il y a des développements économiques qui sont au service de la vie, de nos existences, de nos individualités, mais un certain nombre non, et pourtant on peut les appeler design. Donc finalement ce que nous dit Molinagi là-dedans, c'est qu'un environnement ou un monde qui serait soumis à l'utilité et à la fonctionnalité finalement ne serait pas habitable. Et que pour qu'un monde soit habitable, c'est peut-être là qu'on a besoin des artistes et des designers qui a priori pourtant ne seraient pas immédiatement rentables. Mais ils ne sont pas rentables, mais malgré tout sans eux, on vivrait d'une société que Bernard Stiegler appellerait peut-être automatique, une société automatique. Mais du coup, quelle politique, quelle marge, quelle morale, quelle vie en commun, ce serait assez pauvre sans doute, une société exacerbée si on poussait ça plus loin avant. Donc c'est pour ça que pour en venir aux designers et aux programmes, les designers ont un rôle crucial à jouer dans cette histoire, puisque ce sont peut-être eux qui ont, enfin pas que en tout cas, mais qui peuvent dans les logiciels, dans les programmes, introduire des écarts, des détours ou des choses qui ne soient pas immédiatement de l'ordre du comportement. Donc voilà, j'ai un certain esprit d'ingéniosité et d'inventivité. Un programme créativité création. Voilà, donc pour ça, il nous faut sortir d'un rapport instrumental à la technique. Ça pourrait être une définition de l'art, un rapport non instrumental à la technique. Donc une technique qui ne serait pas immédiatement orientée vis-à-vis d'une fin et vis-à-vis d'un objectif à atteindre. Peut-être que pour qu'une œuvre d'art soit intéressante ou pour qu'un objet de design ait de l'intérêt pour nous, ce serait un objet où quelque chose s'est déplacé par rapport à la commande d'origine, où la technique est montrée pour elle-même. Donc évidemment, l'art, étymologiquement, ça a à voir avec technique. Et le design aussi par extension. La technique se montrerait pour elle-même et non pas sous des formes inauthentiques. Donc notamment les webfonts, où du coup là on a bien une technique instrumentalisée qui est mise au service d'une fin, mais qui ne se montre absolument pas pour elle-même. On n'a pas accès au code source, etc. Et donc quand on va trop là-dedans, peut-être qu'on sort du design. Et donc c'est là qu'on aurait une distinction possible entre l'emploi et le travail d'une technique. Donc l'emploi, ce serait de faire aller une technique dans une direction prévue, déjà existante, alors que le travail, quand on travaille avec quelque chose, c'est qu'on ne sait pas exactement où on va rater, on va essayer quelque chose, on va en tout cas faire avec quelque chose, alors que l'emploi, on va être soumis à une direction prévue. Et donc dans le numérique, évidemment, on va de plus en plus vers de l'emploi. Et d'ailleurs, ça fait aussi écho à tout un vocabulaire politique, évidemment. On dit les sans-emploi, etc. Mais peut-être qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a aussi des emplois où on interdit aux personnes de travailler. C'est peut-être paradoxal de dire ça, mais il y a peut-être des emplois et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance, qu'on appelle la souffrance au travail. Mais peut-être que la souffrance au travail, c'est justement parce qu'il n'y a pas de travail. Il y aurait de l'emploi qui serait sans travail. Bon, c'est peut-être un peu ambigu, je pourrais y revenir dans les questions, mais c'est peut-être un problème de société actuel autour de ça, mais qui rejaillit aussi dans les programmes numériques. Donc ça veut dire quoi, des programmes qui ne seraient pas travaillables? On en connaît tous, peut-être regarder du côté de Apple, leur dernier développement, ou d'Adobe, c'est peut-être des programmes qu'on peut employer. Est-ce qu'on peut vraiment travailler avec? Ça, c'est peut-être pas sûr. Du coup, peut-être que des codes qui développeraient la créativité, des codes créatifs, ou des programmes créatifs seraient peut-être des programmes qui seraient travaillables
et qui du coup résisterait à un simple emploi. En tout cas, il faudrait prendre conscience de quelque chose par le code pour faire avec. En tout cas, il y aura un dialogue entre du coup le programme et la personne qui interagit avec. À l'inverse, du coup, des façons de faire du numérique qui seraient dans l'emploi. Donc, un exemple assez simple, ça peut être les CMS, ce qu'on appelle les gestionnaires de contenu, et du coup, WordPress par exemple, alors, qui est très bien, parce qu'on peut le modifier, mais du coup, si on rentre pas, ou si on ne se prend pas la peine de rentrer vraiment dans le fonctionnement de cet objet technique, on se contente de télécharger un template, donc un thème, et du coup, ça aboutit à des sites qui vont tous se ressembler. Il y a un article paru il y a un an ou deux qui s'appelait All Websites Look the Same. Là, on voit directement cette mise en page avec un gros slider et 3 colonnes. On a tous vu des sites comme ça. Du coup, c'est directement un effet de bord d'une espèce de commodité où on va télécharger un thème, mettre le logo, changer 2-3 phrases et hop, emballer, c'est pesé. Du coup, est-ce que vraiment c'est une forme de design intéressante? On peut se poser la question, c'est peut-être assez pauvre. Ou aussi tout ce vocabulaire un petit peu pénible autour de l'UI, de l'UX, etc. Donc là, c'est assez drôle. J'ai reproduit un tweet d'un chercheur qui disait qu'il avait légendé des images avec UI et UX en espérant que ce soit montré dans des présentations sérieuses, dans des conférences. Donc voilà, moi je l'aurais fait ce soir. Ces images un peu absurdes. Est-ce que vraiment ça concerne le design? C'est pas du tout certain au final. Donc, le mot design expérience, c'est une expression qu'on pourrait interroger. Je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon ça va devenir trop confus. Donc, il faut pour les designers, du coup, avoir un regard critique vis-à-vis de ces programmes, de ces environnements techniques. Donc là, Yves Citon, qui est un chercheur en littérature et qui co-dirige la revue Multitude, qui est une revue en sciences sociales, nous dit que nos médias ne sauraient se réduire à de simples instruments de transmission de formes et de contenu. Ils fonctionnent avant tout comme des médiums qui nous fascinent, nous hallucinent, nous mobilisent et nous stimulent par l'entremise des simulations qu'ils font pénétrer à travers nos sens. Donc il nous faut prendre en compte cette dimension médiumnique, hallucinante, sensible, esthétique des environnements numériques, sinon on risque de passer à côté de dimensions essentielles qui touchent à nous, enfin à ce qui fait notre humanité. Pour pas trop déborder, laisser de place aux questions, je vais accélérer un petit peu. Voilà, c'est ça que je veux quand même le dire. Du coup, voilà, j'ai parlé tout à l'heure de techniques qui ne s'afficheraient pas ou qui resteraient invisibles. Pierre-Damien Huyghe nous donne quelques pistes de sortie par rapport à ça. Il nous dit que c'est en termes de transfert et de traduction qu'il y a lieu que nous pensions, si nous voulons nous sauver, sans partir en guerre contre la modernité elle-même. Parce que là, c'est un vrai enjeu. Effectivement, on pourrait dire, mais finalement, si on n'accepte plus ces objets techniques ou numériques, est-ce qu'on ne va pas régresser, revenir à la bougie, devenir technophobe, etc. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a une troisième voie qui consiste à faire avec et à travailler ces matières numériques pour ce qu'elles sont, sans revenir à un environnement pré-numérique, une espèce d'âge d'or, où la technique et l'homme seraient à l'équilibre. En fait, peut-être que cet équilibre n'a jamais été atteint. Chaque époque a développé des questions ou des tensions. Donc il s'agit non pas de le renier, mais de faire avec. Donc je poursuis sur Pierre-Damien Huyghe. Comment faire passer un code d'affichage d'un système d'information à un autre? Comment varier les formats d'une même source? Comment agencer un même ensemble d'informations dans des lieux ou des dispositifs divers? Donc là, on voit bien qu'il s'agit du coup de qualité sensible, de soucis de forme liés à du code. Comment un même code peut s'afficher, peut varier, peut venir à la vue. Donc il s'agit toujours de faire apparaître une technique pour ce qu'elle a de singulier, et peut-être ça, c'est un enjeu important pour le design aujourd'hui, et qui permettrait aussi du coup de sauver une forme de design qui serait du coup non pas rétrograde, mais du coup authentiquement contemporain. Voilà. Alors, aussi pour poursuivre donc, dans ces pistes de sortie, j'ai pas peur de Lev Manovich et son comparse Matthew Fuller, donc avec qui Lev Manovich a cofondé les Software Studies, propose du coup 3 catégories de logiciels. Donc on pourrait résumer que ces 3 catégories rentreraient sous un grand ensemble qui serait une théorie critique des logiciels de création, qui permettrait du coup de développer des nouvelles façons de penser, là c'est ce que me dit Matthew Fuller, et de sortir enfin de cette sorte de design amical ou créatif, donc les friendly, interface friendly ou interface transparente, etc.
Et donc pour ça, Mathieu Fuller a dégagé trois catégories abstraites de logiciels. Donc la première, c'est le logiciel critique, critical software, qui désigne des logiciels ressemblant à ceux qu'on connaît, mais qui œuvrent à déconstruire et à révéler leur construction sous-jacente, donc circulation de données, donc ce qu'ils appellent Namawig, code source, etc. Donc peut-être un exemple sera peut-être plus clair. Il y a un jeu vidéo qui s'appelle The Stanley Parable, qui repose sur le moteur de rendu d'un FPS, je ne sais plus lequel, peut-être Half-Life, certains, ça en tête, vous pourrez me dire. Et donc c'est une espèce de jeu absurde où du coup le joueur est mis dans des dialogues impossibles, où, et petit à petit, ça donne à voir en fait ce que c'est qu'une construction narrative dans un jeu vidéo, mais au sein d'un jeu vidéo. Donc c'est une sorte de méta-jeu. Donc ça pourrait être une espèce de logiciel critique, donc qui critique les chemins normatifs des jeux vidéo. La deuxième catégorie serait des logiciels sociaux, donc qui ne doivent pas être confondus avec les médias sociaux. Il s'agit donc pour Mathieu Fuller de production élaborée hors des courants dominants de l'industrie des programmes, avec des dynamiques sociales résultant d'interactions, de partage, etc. Bon, ça c'est plus simple à comprendre, c'est notamment tout ce qui est autour de l'open source. Donc c'est comment les façons ou plutôt des logiciels libres, ça peut être plus exact, comment les façons, les arbitrages collectifs et les négociés autour de logiciels permettent du coup de faire advenir deux types de logiciels. Donc notamment Linux où chaque ligne de code, mais en tout cas à chaque fois que quelque chose est renommé ou ajouté ou autre, ça fait l'objet de débats parfois infinis dans des forums, etc. En tout cas, c'est des décisions qui sont arbitrées collectivement et n'importe qui, évidemment avec une culture de ce domaine-là, peut en tout cas en théorie participer à la discussion. Et donc ça crée peut-être une démocratie, quelque chose qui pourrait relever la démocratie au sein des programmes numériques. Ça c'est aussi peut-être une voie possible pour sortir de l'enfermement ou de l'effet boîte noire. Et enfin la troisième catégorie, qui est peut-être la plus abstraite, ce qu'il appelle logiciel spéculatif, speculative software, qui explore tout le potentiel des langages de programmation par des enquêtes pouvant relever de la science-fiction ou ce qu'il appelle, c'est un petit peu ambigu dit comme ça, mais une sorte d'épistémologie mutante. Et donc il dit que ce genre de production détourne les moyens propres à l'ordinateur pour explorer, cartographier, brouiller les logiques fonctionnelles. Donc ça pourrait être des œuvres d'art qui peuvent jouer du bug, c'est pas ce genre de choses. Ça peut aussi être le champ du design fiction. Par exemple, on pourrait très bien écrire, d'ailleurs je l'ai fait moi-même, écrire des articles ou des espèces de programmes imaginaires sous forme fictive, et du coup qui vont poser des questions par rapport à l'environnement technique contemporain, combien bien ce logiciel n'existe pas authentiquement. Donc ce genre d'initiative rejoint tout à fait l'ambition de mettre à nu les fondements techniques, matériels, politiques ou sociaux des logiciels de création. Je vais passer sur une citation, sinon ça va nous emmener trop loin. Donc voilà, donc finalement la question qui se pose avec tous ces exemples et ce dont j'ai parlé, c'est que peut-être que résister à l'innovation pourrait être, aussi paradoxal que ça puisse paraître, un programme de recherche pour le design. Donc l'enjeu entre recherche et développement serait peut-être d'échapper à ce vocabulaire-là pour du coup faire vraiment de la recherche. Est-ce que faire le choix aveugle des termes d'innovation et de créativité comme étant l'alpha et l'oméga de toute production nous conduit ou risquerait de nous conduire dans des impasses sociales et politiques à laquelle l'art et le design, en tout cas historiquement, auront résisté. Est-ce qu'ils résistent encore? C'est notre histoire. En tout cas, il faut souhaiter que ce soit possible. Puisque, du coup, je l'ai montré, beaucoup de productions et de discours dominants, en tout cas dominants économiquement, médiatiquement, ça ne veut pas dire en tout cas que ce soit les plus intéressants, donc convergent vers une instrumentation de la technique qui vise à générer de nouveaux modèles économiques. La compréhension du design donc comme activation et sélection des possibilités latentes de l'appareil industriel. Donc c'est le fait que le design ne soit pas attendu, on n'attend pas le design en fait, aussi paradoxal que ça puisse être. On peut très bien vivre sans design. Donc ça a été remplacé par une injonction faite au design d'innover et de renouveler donc les économies vieillissantes de nos sociétés occidentales. Et que l'art qu'on n'est pas commandé puisse ne pas avoir grand-chose à voir avec une économie des efforts, ça devrait nous donner à réfléchir donc, face à ces injonctions assourdissantes. Et donc je m'approche de la fin, donc j'avais parlé tout à l'heure de Molinagi, et donc le designer Ettore Sottsass, donc plus proche de nous dans les années 90, a pris position donc, dans un texte qui s'appelle Une lettre aux designers, donc les designers,
je pense, n'écrivent pas assez aujourd'hui, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de texte écrit par des designers. Et je pense que c'est important aujourd'hui de lire ou de relire ces textes des années 80, 90, notamment tout le champ du design italien. Et donc, dans les années 90, il prenait position déjà pour un design au fait des tensions entre politique, culture et industrie. Et donc, voilà, cette citation est assez intéressante. Il nous disait, en tout cas en 90, le débat sur le design a lieu précisément dans ce paysage angoissé, dramatique, compliqué et insistant. Donc, l'époque actuelle l'est toujours, mais chaque époque, finalement, est compliquée. Je crois vraiment qu'il est temps, pour nous tous qui nous appelons designers, d'opposer au primitivisme et à la barbarie de la culture industrielle une nouvelle dignité, une conscience plus aiguë de la valeur de l'existence, une vision claire d'aspiration au calme, au bonheur, au jeu et au plaisir que poursuit l'humanité. Donc il ne s'agissait pas du coup pour les design d'abandonner l'industrie, mais de se positionner dans elle ou à côté, comme une sorte de partenaire critique, pour du coup faire face à cette barbarie de la culture industrielle. Donc en ce sens, ce sera du coup ma conclusion, le design est une leçon d'humilité. On parle beaucoup de design qui fait du bruit, médiatique, etc. Puisqu'il nous montre que tout n'a pas été réalisé dans ce que propose l'industrie, qu'il y a encore de la place, donc j'ai quand même envie d'avoir un propos optimiste pour finir, qu'il reste de la place pour d'autres formes, d'autres modulations de l'industrie et de l'expérience sensible que celles qui ont été effectivement réalisées ou que celles qui dominent économiquement, que d'autres choses possibles sont toujours possibles. Autrement dit, ce qu'une technique nouvelle emporte de singulier, effectivement beaucoup de techniques nouvelles se développent, mais malgré tout n'apparaissent pas à la vue, donc c'est toujours à cultiver et à rechercher, et c'est peut-être là que se situerait un design en tout cas qu'on pourrait soutenir comme étant humain. Voilà, merci pour votre attention.